Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue encore en aussi grand nombre à cette bonne habitude que l'on prend une fois par mois de venir discuter entre nous avec des gens qui, très souvent, et c'est particulièrement le cas à soir, connaissent leur affaire. Et les gens, d'ailleurs, nous disent qu'on est choyés, qu'on est capable de faire ça, c'est qu'on a suffisamment de personnes ici qui ont un intérêt ou qui ont gardé un intérêt à notre histoire pour qu'une fois par mois, on vienne en raconter une. Celle de ce soir a beaucoup d'intérêt, d'abord, par la personne qui nous la présente, que l'on connaît tous, c'est Nicolas Landry. Dans mon temps à l'école, il y avait deux qualités que j'avais pas. Il était sportif et le meilleur gardien de but de l'école. Puis il y avait un certain charme avec les jeunes filles que moi je n'avais pas, je m'en confesse. Est-ce qu'il y avait de la jalousie? Oui, probablement. Et ceci étant dit, Nicolas a poursuivi, après ses études ici, bien sûr, des études universitaires en histoire, bien sûr au niveau du bac, de la maîtrise et du doctorat. Et le grand intérêt de son œuvre et celui-ci, c'est qu'il s'est particulièrement intéressé à notre histoire dans la péninsule acadienne, à partir de sa recherche sur l'Arcadia. C'était l'Acadie, mais en deux mots. OK, l'Acadie, qui est cette zone qui était le nord du Nouveau-Brunswick, la baie des Chaleurs, entre le Québec et l'Acadie, où il définit assez clairement nos origines et d'où nous sommes venus et où nous allons, etc. Par la suite, il a publié une grande série de travaux sur Caraquet et des études très pointues et très précises qui, reconnaissons-le, nous font bien paraître des gars comme moi puis Clarence qui vont fouiller dans ses livres sans jamais vraiment dire d'où ça vient pour qu'on paraisse smart. Fait que avec ça, maintenant, ma jalousie s'efface. Nicolas, je te remercie. Mais il y en a quelques-uns, là, mais qui parlent de l'histoire de Caraquet à partir de l'arrivée des Européens après la déportation, qui définit des périodes précises, l'histoire des Rabbins, etc. Et ce soir, ce que Nicolas nous fournit, c'est ce que moi j'appelle un moment important de l'histoire de la péninsule acadienne pour ce qu'il va vous raconter, comment on s'est inscrit dans la pêche moderne et industrielle, mais c'est aussi un moment historique puisque pour la première fois, il y a des gens de la péninsule acadienne qui se sont joints ensemble pour devenir les meilleurs dans ce qu'ils ont fait. Et je parle de cette pêche industrielle-là dont Nicolas va nous parler. On s'est retrouvés à un moment donné, immédiatement après la guerre, avec un ministre de l'Industrie qui s'appelait André Doucette, qui venait de Paquetteville, un directeur des services de pêche qui s'appelait Édard Robichaud et qui est marié avec la fille à Fred Légère de Bas-Caraquet et qui décide de s'installer dans la région, et qui, lui, a recruté un individu du nom de Léonce Chenard, et tout ce beau monde-là, à Fredericton, ont définitivement créé un environnement où la péninsule acadienne est devenue maître d'œuvre dans la pêche industrielle. Et voilà l'histoire que nous raconte ce soir Nicolas Landry. Mesdames et messieurs, Nicolas. Tout le monde m'entend bien? Oui. Moi, je me promène parce que je suis pas très lutrin. Puis, une anecdote incroyable, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu un courriel de mon éditeur à Québec qui m'a dit qu'ils avaient publié
mon manuscrit, à partir duquel je vous présente cette conférence-là ce soir. Il ne faut pas aller chez Pélagie demain matin, ça ne sera pas prêt. Ça peut prendre un an ou deux, donc ça, c'est... Je suis vraiment content parce que c'est un peu la suite de travaux que j'ai fait précédemment sur les pêches à Caraquette, là, à partir du régime français, c'est-à-dire le 17e, 18e siècle. Ici, on fait ce soir, on voit seulement une partie, un segment. Vous allez voir qu'on parle beaucoup de productivité, on parle aussi d'employés d'usine, on parle aussi d'une compagnie en particulier, la Carapet. Donc, moi, dans mon ouvrage, qui part de la fin du 18e siècle, qui sera aux années 1980, c'est plus une histoire des compagnies. C'est pas une histoire globale de l'ensemble de la pêche. Et à travers ça, de manière constante, on parle de productivité, on parle d'employés d'usine, on parle de mise en marché, d'exportation. Donc, de ces grandes étapes-là, vous avez vu que ce soir, on va parler de chalutiers, d'aranguiers, etc., etc. Oui, comme Bernard l'a dit, à un moment donné, c'est une époque où on devient les meilleurs dans un domaine en particulier, mais où débute un déclin. C'est-à-dire qu'on a atteint des sommets de productivité, et là, on va redescendre tranquillement au bord de la pente, et ça va devenir difficile. Donc ça, c'est une photo d'une vieille goélette qui s'appelle le Duc de la Marée. C'est un professeur d'histoire à l'Université Laval qui a retrouvé cette photo, mais je n'ai pas encore arrivé, j'ai pas pu encore arriver à déterminer. Lui, il dit que c'est une ancienne goélette de Caraquette, mais on n'a pas de preuve écrite si c'est vraiment de Caraquette, mais c'était une goélette typique de l'époque. Donc, je continue à chercher pour l'origine du Duc de la Marée. Donc, ce que j'ai fait, je ne passe pas un grand nombre d'années. Là, j'ai une année, c'est un portrait de la productivité pour montrer où Caraquette se situe par rapport à l'ensemble de la productivité des pêches à la péninsule. Vous allez voir plus loin qu'on va voir des périodes plus rallongées. À l'époque, dans les années 1970, d'ailleurs, peut-être que Bernard l'avait rencontré, mais je pense que Clarence avait la personnalité occupée, Richard Robbins, qui était venu. C'était peut-être un anthropologue ou un économiste, mais il faisait ses recherches sur les pêches dans la région. Et lui, il a monté beaucoup de tableaux. Donc, vous voyez ici, en 1955, il dit qu'il y a 27 nouveaux bateaux en opération. Il ne précise pas si c'est seulement des dragueurs, mais il donne les dimensions. Entre 47 et 72 pieds. Il pense que l'ensemble des débarquements pour la grande région de Caraquette, cette année-là, entre 15 et 20 millions de livres de poissons. Mais vous savez, ces statistiques-là de l'époque, c'est pas aussi précis que, par exemple, dans Statistique Canada, ou Pêche et Océan vont publier des statistiques. Donc, il faut prendre ça, bien sûr, avec un certain grain de sel. Revenu moyen, là, 500 000 c'est pas clair pour moi si c'est pour l'ensemble des bateaux de Caraquette, si c'est des bateaux d'une certaine catégorie. Ce qu'on sait par contre, c'est que les revenus individuels des hommes d'équipage, mais ça, c'est pas les côtiers. Les hommes d'équipage, semi-hauturiers et bientôt hauturiers, c'était à peu près à 2800 pour une saison. Vous allez voir que plus tard, dans les années 70, c'est un peu à peu près doublé, ce revenu-là. Il y a à peu près 5 000 selon lui, aller au capitaine à la fin de la saison. Il faut avoir d'autres bénéfices. On appelait, entre autres, on disait, il y a la part du bateau, qui peut peut-être être 20% du revenu. Ici, ça, Bernard en a parlé tantôt, c'est la commission des prêts aux pêcheurs qu'on a mis sur pied pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour aider à renouveler et à moderniser la flotte de pêche. Dans le golfe du Saint-Laurent, à partir du Nouveau-Brunswick, il y a une participation fédérale dans ce programme-là. Et vous allez voir plus loin que le fonctionnement, c'était que souvent, il y avait des pêcheurs qui demandaient des prêts, mais on les associait à des entreprises, des usines qui allaient dire, nous, on va
contribuer un certain pourcentage pour que tu obtiennes ton prêt, mais après, il faut que tu pêches pour nous. Hein, il y avait un genre d'attachement. Ceux qui sont plus méchants diront, ben, ça fait penser aux Robins, c'est qu'il y avait éventuellement une capacité de rembourser les prêts, quoi qu'ils ne le seront pas tous. Donc, vous voyez, c'est de ça dont je parlais. Donc, lui, il a ciblé en 1957 59 dragueurs qui sont en opération dans la péninsule. Et vous voyez, ils sont associés à des compagnies. Par exemple, Caracat, la Garden View, il y en avait 17. Vous voyez, il y en a quand même pas mal dans la région de Chipagan ici. La Robichaud, la Swim, Hénard-Roguet, le Milieu Hénard-Roguet. La NEC, vous avez l'association de la coopérative des pêcheurs de l'île. Donc, il y avait cette jonction-là. On était un peu attachés à une usine parce qu'ils nous avaient financés. Donc ça, la construction navale, il y a eu là aussi une histoire, une évolution technologique, l'histoire de la construction navale. On va passer tranquillement du bois à l'acier. Donc on continue de construire des bateaux en bois, même après qu'on a commencé à faire des haranguiers en fer, en acier, avec le chantier à Saint-Jean, chantier ici. On a même acheté des bateaux de la Colombie-Britannique qui sont venus, qui ont contourné l'Amérique du Sud pour remonter. Ça finit par une grosse chicane et un pied brûlé. Donc, ça, c'est le Lindogine. Moi, je n'ai pas fait de recherche à savoir à qui ça allait éventuellement appartenir, mais le fédéral continue. À l'époque où Ernest Richard était ministre des Pêches et avec M. Chenard, dont Bernard a parlé, on continuait un peu de donner de l'argent pour les navires en bois, quand même. Donc, c'est pas, on ne cherchait pas à faire disparaître forcément la construction en bois. Donc, la productivité de poissons dans les ports Caracat, Chipagan et Lamec en 1958, vous voyez, chalutier côtier, donc, Caracat, vous voyez que c'est le total. Donc, Caracat est légèrement en avant de Chipagan, sur un total, au lieu de 65 millions. À la Mecque, on a surtout des côtiers. C'est là que le gros de la productivité. Et vous voyez qu'à Chipagan, c'est beaucoup des chalutiers. Caracat, on est quand même étonnamment très équilibré entre les deux catégories. Et vous voyez qu'on a plus de chalutiers à Caracat, pour moi, je vois, ces chiffres-là ici, je pense pas que c'est le cas. Donc ça, vous voyez, des fois, il y a des chiffres dans la monnaie qui sont présentés, c'est un peu ambigu. Donc, il faut seulement arrêter aux chiffres qui sont vraiment fiables. Donc, un résumé global du tableau précédent. On sait qu'il y avait 59 chalutiers, on sait que la pêche locale totale dans la péninsule cette année-là était d'au moins 65 millions de livres. Et les côtiers, on avait 505 bateaux qui, eux, on voit que leur part est à peu près 25 millions, au-dessus de 25 millions de livres. Il y a beaucoup plus de pêcheurs côtiers que de pêcheurs dans les chalutiers. Là, vous avez votre total de pêcheurs, mais encore là, c'est jamais un chiffre qui est fiable à 100%. Et d'ailleurs, dans un ouvrage récent, une grosse brique sur l'histoire des pêches canadiennes, on disait, en fait, les pêcheurs, la définition des pêcheurs, ça devient très difficile et c'était surtout le cas avec les pêcheurs de homards. Donc, il y a Susan Martin qui a publié un livre là-dessus qui est très révélateur. Il y avait beaucoup de chicanes, surtout en Nouvelle-Écosse, par rapport à qui pouvait être pêcheur de homards et selon quelles conditions. Donc, ça, c'est une histoire qui est assez intéressante. Donc, interprétation statistique des débarquements de 1958. On ne reviendra pas là-dessus. On sait simplement qu'on attribue au moins 60% des débarquements aux 59 chalutiers dont on avait parlé. On sait que Caracat domine avec des débarquements totaux à 42%, suivi de Chipagan avec 37,5%. Des équipages des chalutiers, des équipages des côtiers, total de pêcheurs. Donc, vous voyez, ça c'est dans l'Évangéline.
du 27 juin 1959. Mais des fois, c'est la source de l'information. Comment on a collecté cette information-là? Il ne faut pas avoir peur d'écrire des petites notes en bas de page puis douter. Parce qu'un journaliste sur le bord du quai, on ramasse l'information vite fait, on le tourne, on a tout compris la bonne chose, etc., etc. Mais c'est mieux que rien du tout. Donc ça, c'est le monsieur Chenard, les 11 dont Bernard nous a parlé tantôt. J'ai examiné beaucoup de correspondances de Léon Chenard, qui travaillait de près avec... D'ailleurs, il y a eu un moment où le ministre provincial et fédéral des pêches étaient tous les deux de Chupaga. Ernest Richard au provincial et Laura Buchot au fédéral. Donc, imaginez-vous le poids des décisions, comment ça pouvait être à Chupaga pour le domaine des pêches. Donc, lui, il a participé, il était près des pêcheurs, il recevait des lettres, il répondait aux lettres, et souvent, il connaissait des stratégies qu'on pouvait utiliser pour essayer d'avoir des prêts, des choses comme ça. Donc, il était toujours aux aguets. Et il s'est pointé dans quelques réunions houleuses à l'époque où on voulait repousser des grands navires de pêche au hareng, même jusqu'au Labrador, parce que la ressource était en train de diminuer. Il n'y a pas seulement eu un incident à Caraquette, il y a eu des menaces des pêcheurs de Miscou d'aller brûler le quai de Chupaga, donc c'était sérieux. Donc, les dragueurs assignés à la Gorge de Puy en 1958. Donc, vous avez les Gloucester. Donc, ici, les numéros de 1 à 6, de 12, de 23, de 30, donc c'est les noms des propriétaires. Bernard, je ne sais pas, mais dans notre génération, je n'ai pas connu de Eustazard. J'ai eu Eustazard Landry à Saint-Anne-du-Bocage. Ah, moi, j'ai connu Hazard, mais pas de Eustazard. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, mélange violet, donc vous voyez, ces gens-là, c'est les Gloucester, c'était la majorité. Le Chaleur, c'est une autre catégorie de Dorothée et Rosalie, le Grand Prix, l'île Saint-Louis, les Nicolas-Denis, les Mérillon, Louisiane. Une autre anecdote, pendant les années 1940, 1941-42, il y a eu une offre de vente d'une goélette à Miscou, et la goélette s'appelait le Mussolini. Imaginez-vous, on sait bien ce qu'il fallait, vraiment, qui était Mussolini. On a vu des fascistes dans Donc, il y a des choses comme ça dans les cours qui sont intéressantes. Donc, ça, ce sont les propriétaires qui sont de navires, qui sont des dragueurs assignés à la Gorge de Puy. Donc, il y avait, à la fin de la saison, le bilan. Le bilan des débarquements, ce qui remet au bateau, à l'équipage, au capitaine, etc., etc. Il y avait aussi une catégorie endettement. Ça, on en parlera plus tard. Donc, les investissements d'entreprises de pêche auprès des commissions des frais des pêcheurs en 1966, on revient à cette histoire-là qu'il y avait des usines qui participaient au financement des prêts, que les pêcheurs puissent obtenir leurs prêts. Donc, vous voyez, la National Seaproduct à Chupaga, 1 500 000. Ensuite, ABC Packing de Bocaraquette, 750 000. Et la Côte de la Mecque, 600 000. Donc, on approche de 4 millions. En 1966, pour une région comme ici, c'était quand même beaucoup d'argent. Donc ça, j'ai relevé cette photo-là parce que déjà à l'époque, quand on considérait la goélette comme faisant partie d'un passé lointain, on voyait déjà plusieurs scènes comme ça où vous aviez de vieilles goélettes qui étaient en train de pourrir, qui avaient fait leur dernier voyage et qu'on avait monté et qu'on n'avait plus jamais retouché par la suite. Mais je n'avais pas de date, donc c'est probablement fin 50, début des années 60. Donc, le profil de l'industrie des pêches à Caraquette entre 1960 et 1974. Donc là, vous voyez, on a une plus longue période. Donc, on peut avoir une meilleure idée du roulement. Donc, l'impact des avancées technologiques, ça, c'est très, très important. Donc, en 1975, on a 26
moi je les appelle des navires, mais ils ont chacun leur nom particulier selon les technologies, qui sont en 110 à Caraquette. Il y en a 22 qui sont entre 60 et 100 pieds. Donc, entre 1960 et 1974, il y a eu des pics, ensuite des déclins. Vous voyez, on a 38 entre 62 et 68, et là, on chute entre 24 à 28 entre 71 et 74. Donc là, on peut dire, mais est-ce que c'est l'impact du déclin de la ressource? Peut-être. En contrepartie, par contre, une hausse substantielle de revenus par navire. J'ai donné ça avec les revenus par navire et par homme. À partir de 1969, le coût d'un navire hauturier de 60 pieds passe de 60 000 à 200 000 $ en 1974, mais l'impact de la technologie qui se développe à bord. Radio, boussole, toutes sortes de technologies comme ça, essayer de mieux réfrigérer les câbles. Donc, pour un seineur de 100 pieds, on est rendu à 500 000. Donc, déjà à l'époque, c'était quand même des coûts majeurs comparés aux petites goélettes qu'on avait au 19e siècle. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de chiffres, mais ce qu'il faut plutôt remarquer, c'est qu'on a des changements. Et ça peut aller pour le mieux un temps, mais là, tout d'un coup, on a des baisses. Alors, c'est des petits, c'est de ma faute. Donc, période de pêche hauturière rallongée et augmentation des revenus entre 1968 et 1974. Donc, vous voyez ici, à Caraquette, le nombre de pêcheurs à l'année longue passe de 21 à 67, en 68 à 72. L'année longue, ça ne veut pas nécessairement 12 mois, ça peut être au moins entre 6 et 8. Le temps en mer passe de 108 à 114 jours en 1960, et ensuite varie entre 116 et 163 en 1969. Donc, les voyages, les pêches au hareng, grand navire d'acier, plus loin dans le golfe. Le capitaine reçoit 60% de revenus, entre 5 000 et 15 000 par saison. Ce qui reste de la part du navire, 40% après la déduction des coûts de nourriture, d'essence, de maintenance du navire. Donc ça peut varier. Robbins, lui, il a recueilli, je ne sais pas combien de personnes il a parlé, mais c'est les données qu'on a gardées, qu'on a reçues. Donc, le bilan de la flotte côtière, les côtiers opèrent de mai à septembre et se divisent en deux catégories en termes de taille, les 25 à 35 pieds et les 40 à 50 pieds, donc de mai à septembre. 1974, les 19 côtiers, le revenu moyen à l'unité par bateau est d'à peu près 9 769, environ 3 000 par homme. D'habitude, c'est des équipages de 3. 1980, c'est pas assez pour nous autres, les frères. À la fin des années 1980, pour l'ensemble des provinces de l'Atlantique, on estime à 12 000 $ le revenu annuel d'un pêcheur. Donc ça, c'est Goff, la grosse brique dont je vous parlais, la gestion des pêches canadiennes, qui a déterminé ça. C'est intéressant parce que Goff, quand il arrive à la période 1960 jusqu'aux années 2000, dans les notes de bas de page, discrètement, il parle de l'enjeu ou de la perception de l'assurance chômage pour les travailleurs d'usine et les pêcheurs côtiers. Lui, il a un malaise avec ça. Il voit ça comme un régime politique mis en place par les politiciens, opportunistes, etc., etc. Donc, je pense qu'on connaît tous cette réalité-là. Lui, il le met de l'avant, mais il n'y a pas de formule secrète pour pêcher 12 mois par année, c'est pas évident. Donc, j'aurais pu on a besoin de faire des biographies des pêcheurs de l'époque plus moderne. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup. Parce que, on dirait qu'au point de vue médiatique, depuis les années 1965-70, on dirait que les médias s'intéressent aux pêches quand il y a quelque chose de négatif qui arrive. Là, tout d'un coup, on en parle plus. Mais il y a comme des gens obscurs qui ont fait des carrières très intéressantes.
Donc, vous voyez ici, Roméo Michon, sur le Réa M, hein, c'est qu'un reportage dans le Mountain Daily Times, en 1968. À ce moment-là, il est dans la quarantaine, il vient d'arriver au quai Caraquette, débarque une cargaison de poissons rouges, Sébastien, pour l'usine Garden View, avant de prévoir de repartir le lendemain matin. Donc, on parle d'un voyage de 4 à 5 jours dans le Golfe. À ce moment-là, le prix offert à Caraquette, pour ce poisson, 2 cents et 3 quarts la livre. Donc, selon Michon, on peut atteindre la rentabilité si chaque voyage permet de rapporter en moyenne 170 000 livres, hein, au moins 34 000 $. Donc, ça, c'est sa perception à lui. Hein, peut-être qu'un autre pêcheur dirait autrement. Donc, ça, c'est seulement qui a relevé la biographie qu'il y a eu au moment de ses funérailles. Il a pratiqué le métier une cinquantaine d'années, il est propriétaire de plusieurs bateaux, hein, dont le Yvan Marette, le Réa N, finalement l'Apollo 3. Il était aussi impliqué dans les associations de pêcheurs professionnels. Donc, c'est quelqu'un qui a eu, si on est pour faire une série de biographies, faudrait commencer par lui dans la région ici, mais aussi il faudrait s'intéresser à possibles archives, par exemple, dans les festivals où on avait l'ordre des pêcheurs. Hein, de cette manière-là, on pourrait créer une série de biographies. Donc, début d'un déclin irrémédiable. C'est peut-être exagéré, là, mais 1966 à 1974. Donc là, vous voyez, la valeur des débarquements à Caraquette passe de 990 000 $ en 1966 à 2 488 000 en 1970. Est-ce que c'est la quantité ou est-ce que c'est les prix qui augmentent? Hein, ça, c'est la question. Les nouvelles sont moins bonnes du côté des débarquements de morue qui chutent de 11 44 000 livres en 1955. Hein? À ce moment-là, ils passent à 664 000 livres en 1974. C'est le contraire pour le poisson rouge Sébastien. Dans les prix, ils passent de 644 000 à 5 077 000 livres. Hein? Le hareng, vous voyez, une hausse vertigineuse avec les gros navires d'acier. Hein? Et le homard est en croissance, lui aussi. Les fameux seineurs venus de la Colombie-Britannique ont de 70 à 100 pieds. Démarquent 2 millions de livres en 65, 142 millions en 69. Est-ce que c'est le chiffre qui est pas bon ou si en 65, ils n'avaient pas commencé la saison en même temps que les autres? Je ne suis pas certain. Mais il y a l'inquiétude des autorités et des associations de pêcheurs. L'effondrement des stocks, c'est perceptible, amène le ministre des Pêches, Romain Leblanc, à produire un plan d'appui à court terme d'une valeur de 20 millions pour maintenir la flotte de poissons de fonds opérationnels durant l'hiver, parce qu'eux étaient habitués à fonctionner aussi l'hiver. Et là, tout d'un coup, hein, on ne pouvait plus pêcher. On était OK. Mais là, Romain Leblanc ne voulait pas que l'industrie s'effondre, hein, perde la main-d'œuvre, perde la technologie, perde la compétence. Donc, il a décidé de soutenir artificiellement, si on peut dire, la flotte pour au moins une saison. Là, j'ai trouvé un cas d'un pêcheur malchanceux. Et c'est le fameux moteur qu'on appelait Dorman Diesel, qui était fabriqué à Toronto. Ce qui s'est passé, là, j'ai seulement placé les initiales parce que je garde ça au personnel, les noms des personnes. Un problème de moteur qui lui fait perdre 27 jours de mer, du 21 mai au 6 août. Donc, sa saison est écourtée à 53 jours. C'est l'équivalent de 336 709 livres de perte de poisson, 11 000 quelques dollars. Et son revenu va se limiter à 3 932 $. Et il a une grande famille. Vous ne direz pas le nombre d'enfants, parce que je me demande si ce n'est pas très exagéré. Mais c'est peut-être une très grande famille. Donc, il réclame un dédommagement qui cumulerait entre 35 à 50 des pertes concourues. Et ce qui va lui permettre d'avoir des dédommagements, c'est qu'on va réaliser qu'il n'est pas le seul. Hein, il y a une problématique avec ce moteur-là. Et la compagnie va offrir des remplacés, hein, gratuitement. Donc ça, c'est dans le fond
campus à Chicago. Inspection, le déclin, puis la manière de pêcher devient de plus en plus controversée ou contestée par le Maritime Fishermen Union. Ces gens-là, c'est sûr qu'ils représentent les côtiers et qui sont contre les grands navires d'acier qui pêchent le hareng. Donc, une inspection de 13 novembre 1979 de 2 seineurs qui sont milités par des officiers de pêche à Caraquet sur des prises de 250 tonnes métriques. Un des deux, il y a 70% de sa cargaison qui se situe dans des tailles de moins de 9 pouces. Hein, donc ça, c'était la taille minimum exigée. Il y avait 70% qui étaient dans une taille inférieure à ça. Puis l'autre navire, c'était 49%. Il y a un autre seineur qui a été inspecté plus tard, qui a 57% de ses prises, qui avait moins de 11 pouces. Donc là, on est en train de brasser cette situation-là pour dénoncer le fait qu'on est en train d'épuiser la ressource. Donc là, on passe à une autre catégorie, un autre univers, c'est les travailleurs d'usine. Bon. En 1941, il existe une entité administrative qui s'appelle l'Office des salaires raisonnables du Nouveau-Brunswick. Et là, on dit raisonnablement, les salaires des travailleurs d'usine devraient être d'au moins 25 sous l'heure pour les hommes et 15 sous l'heure pour les femmes. C'était la grande justice sociale. Donc, à l'époque, la moyenne était plutôt de 10 sous à 12 sous pour les hommes et de 16 sous à 8 sous pour les femmes. Chez A&R Logan Inkerman, en 1948, une semaine de 48 heures, les femmes recevaient à peu près en moyenne 14,40 $ et on a arrondi ça à 58 $ par mois parce qu'il y avait du temps supplémentaire qui leur apportait 45 sous l'heure. Une association va naître, que je ne connaissais pas, qui existe entre 1956 et 1959, ça s'appelle l'Union des manutenteurs de poissons. Et ça rassemble Caraquet, Chipaga-la-Mer. Donc là, on commence à avoir une plus grande capacité de négociation et les grandes négociations de conventions collectives, ils vont en avoir des tumultueuses à partir de la fin des années 60, beaucoup dans les années 70, Madita Blanchard, d'autres leaders syndicaux. Donc, ça va beaucoup brasser à cette époque-là. Ça, c'est une photo qui est censée être dans une usine à Chicago, mais je soupçonne que c'est à Caraquet, je connais le monsieur-là. Donc, mais ça représente bien le genre de situation dans laquelle les travailleuses d'usine opéraient. Imaginez-vous, vous arrivez le matin, il y a le bonheur, puis vous restez là, puis vous faites du supplémentaire. Les gens, ça a dû être très, très pénible. Les travailleurs chez la Gorton View entre 1966 et 1972. Donc, il y a des regroupements d'employés, puis ils sont regroupés par catégorie de tâches. Donc, vous voyez les hommes, pour les fonctions qu'ils font sur le quai au débarquement, ils sont payés entre 1,9 $ et 1,11 $. Il y avait une section qu'on appelait fertilisant, c'est-à-dire créer, j'imagine, de l'engrais. Fish meal. 3 types de tâches. Là, ça va dire 1,9 $, 1,16 $. Ensuite, vous avez la manutention, l'apprêtage. Là, vous avez des splitters et des headers. Moellus salé, merlu. Ensuite, vous avez spinning, trimming, cutting. Là, c'est moellus salé. Donc, vous avez des tâches, et tout le monde n'est pas payé de la même manière, mais là, vous avez les suppléments qui entrent, vous donnez une chance supplémentaire, et aussi la productivité des individus. Si vous êtes plus performant, il y a un supplément qui entre. Donc, les femmes qui font du bone pulling, moi j'ai appelé ça du haussement, travail général, c'est 1,74 $ pour elles, et les hommes, c'est 1,79 $. Donc là, ça commence le gap. Commence à diminuer un peu. En 1972, les hommes qui font du travail général, c'est de 2,34 $. Il y avait eu une
importante grève de la Gorton View aux îles de la Madeleine. Hein, ça avait duré 7 semaines. Eux, il y avait 12 catégories de tâches pour les hommes et 11 pour les femmes. Donc ici, ce sont d'autres salaires à l'usine là, qui ressemblent un peu, vous voyez, ils sont un peu plus élevés hein, qu'à Caraquette dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Donc ça, c'est des choses qui varient d'une année à l'autre. Donc ça, c'est le cas de la Gorton View. La Carapec, j'ai essayé d'avoir une plus longue période des deux, hein, de 70 à 82. Mais la Carapec pourrait faire l'objet d'une histoire d'entreprise intéressante parce qu'ils ont des procès-verbaux des réunions. Donc, on peut comprendre leurs décisions. Moi, je n'ai pas fait cette section-là, mais j'étais seulement intéressé au débarquement, c'est-à-dire la productivité, et aux situations des pêcheurs et des travailleuses et travailleurs de l'île. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle des prélèvements d'échantillonnage sur les conditions de travail. Et aussi, la capacité de production de la flottille, c'est-à-dire un certain nombre de navires, comme on dit depuis le début, qui sont associés, qui travaillent pour cette usine-là, en particulier cette entreprise-là. Donc, j'ai identifié 108 débarquements, équivalent à 4 165 000 livres, dont 20 débarquements pour le Lady Gloria et le Michel Pierre. 9 espèces commerciales. Hein, donc, ce que je laisse de côté, c'est presque 48 000 livres de revenus, ce qu'on appelle scrap à l'époque. Donc, les crevettes, 1 188 000 quelques, la perche, au-dessus d'1,4 million, la morue, donc vous voyez, ça, on est à 730 000, la sole, le turbo, hein, le Lady Gloria, le Michel Pierre et le Mario G. Ça, ce sont les navires, les trois qui sont les plus performants. Donc, même si je dis en 1970-82, ça c'est pour, on est en 77, là, ces chiffres-là. Hein, j'ai pas fait toutes les années. Donc, ces navires-là sont prédominants. C'est eux qui sont les plus productifs. Échantillon de photos d'usines de Chicago. National Sea Product, Associated Fisheries, Good Efficient Food, LL Gauthier Fils, Collins Brothers. Donc, vous voyez qu'à l'époque, les usines, il y en avait, c'était invraisemblable. À un moment donné, à Chicago, les usines qui étaient en opération, en haute saison, on avait au moins 5000 personnes qui travaillaient sur l'espace du quai. Évaluer les revenus des hommes de bon chez la Carapec en 72-73. Donc là, j'ai réussi à évaluer un échantillon pour 16 hommes qui proviennent des feuilles de paie pour avril à septembre 73. Donc la moyenne individuelle de revenus, 3321, sauf pour lui ici, AL, probablement que des fonctions peut-être de contremaître ou quelque chose, parce que lui est à 8600 quelques, et un autre est à 4000, donc juste un peu au-dessus de la moyenne. Vous avez aussi le système des stands, hein, les stands d'assurance chômage. Et j'ai vu physiquement les petits livres, et non les bénéficiaires, les heures travaillées, combien ils payent, etc., etc. Donc, il y a 172 noms hein, dans ces livrets-là avec les lieux de résidence. Et ils sont éparpillés dans le Grand Carré, c'est-à-dire entre Saint-Simon et Pointe-Rocheuse. Mais il y en a de l'extérieur, 9 du comté de Kent, 6 de Port-Nico en Nouvelle-Écosse. Donc là, je me dis, est-ce que c'est des employés sur les 6 bateaux associés à la Carapec, ces bateaux-là? Peut-être. Ou est-ce qu'ils pêchaient au large, ils avaient été embauchés, ils ne sont jamais mis les pieds à Caraquette, c'est difficile à dire. Il y a aussi ce que j'ai dit tantôt, là, il y avait un livret de dettes. Il y avait des pêcheurs qui avaient des dettes envers la compagnie.
Hein, il y en avait 22, ça totalisait des 1 000 $. C'est quand même pas si pire que ça. C'est 130 $ par homme. Je ne sais pas s'ils achetaient des bottes, des vêtements quelconques. C'est pas clair, mais il y en a un que ça va vraiment mal parce qu'il est qualifié de bad debt par l'entreprise. Quand on dit bad debt, là, attention. On veut en a. Oui. Donc, les employés d'usine, en 1980-82 à la Canapec. Et là, je vous dis tout de suite, hein, les gens ne sont pas surpris de savoir que le nombre d'employés, il y a un pic, ça redescend. Hein, c'est question de saison. Donc, en 1082, il y a 194 noms hein, que j'ai identifiés, donc 110 femmes, ça, c'est 56% du total et 84 hommes. Donc, le nombre d'employés fluctue durant la saison, hein, c'est pas surprenant. Donc, entre janvier et juin, hein, le nombre de femmes passe de 29 à 109. Et pour les hommes, de 33 à 78. Donc, au total, hein, de 62 à 187. Les salaires les plus élevés chez les hommes, c'était 6 680, hein, entre septembre 80 et janvier 82. Et chez les femmes, 3 090, de septembre à décembre. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait le salaire de base à l'heure, il y avait le temps supplémentaire, mais il y avait aussi la performance. Petit clin d'œil à Donald Lacroix en 1964. Après tout, il y a une statue, sa propre statue. Quand j'aurai ma propre statue, Bernard va parler de moi. Donc, Donald travaillait sur un projet d'inspection de la qualité du poisson à bord des bateaux, entre le 26 août et le 9 septembre. Les chalutiers qui débarquent au quai de Caraquet, Chupagan, la Mecque, ils s'intéressent aux conditions d'entreposage de la cale. Puis, il n'y a pas trop de bonne humeur parce qu'il y a des gars qui sont venus d'aller faire de pêche au Océan Canada, puis ils suivent. Ils sont derrière lui, là. Il écrit des grands rapports. C'est vraiment intéressant. Lui, le problème, conditions d'entreposage à la cale, il parle de bilby fish. Ça, là, c'est le poisson affecté lorsqu'il touche aux plages des compartiments d'entreposage dans les cales du bateau. Là, il dit, à un moment donné, ce poisson-là manque de glace. C'est là qu'il commence à se détériorer. Donc, il va visiter 13 bateaux. On a une saison. Les Gloucester, Chaleur, la Mecque, le Sylvie-Carole, la Remediale. Donc, vous voyez les noms des bateaux. Donc, la présence de la glace ou l'absence de glace affecte le niveau de qualité. Il a calculé que dans les bateaux qu'il avait visités, il y a eu une perte de 55 000 livres qui est allée au fishery. Il y a aussi des problèmes du côté des bateaux de la Gordon Pugh. Il faut mieux placer les compartiments des cales. Ce qu'il expliquait, il disait, mais le poisson, les enfants, il n'y a pas de problème, juste de la glace assez pour l'ensemble du voyage. Ça devient plus problématique dans les extrémités des compartiments parce que vous avez le moteur, puis là, vous avez une espèce de cabine pour la cuisine. Donc, il y a de la chaleur qui se dégage et ce poisson-là est plus affecté. Et il y avait aussi la manière qu'on nettoyait les compartiments. Par exemple, à Chicago, on pouvait décider de démonter des compartiments, les sortir du bateau, les laver à terre, les revers. À Caracat, on ne pouvait pas les démonter, mais décider de les laver à l'eau de javel. Donc, il y avait différentes perspectives. Donc, le poisson qui survit par manque de glace, ça, c'est un autre problème. Donc, le Gloucester 9 avait perdu 6 000 livres le 26 août. Le Gloucester 32 perd 43 000 livres sur un voyage de 49 000 livres. On peut avoir des réserves sur l'exactitude des chiffres, mais ça devait être quand même majeur. Donc, le Charles 7, le Lamec 9 ont respectivement 4,5 et 1,5 tonnes de glace à leur bord. Donc, eux, il n'y a pas de problème. Donc, quand la consigne, c'est embarquer davantage de glace, éviter que le poisson ne touche les parois des compartiments.
Donc, en rapport poisson-glace, 2 pour 1, hein, c'est-à-dire 2 tonnes de poisson, 1 tonne de glace durant les mois les plus chauds. La norme de 6 à 7 tonnes de glace permet de ramener 30 000 livres de poisson en bonne condition. Donc, il dit que l'insuffisance de glace est un problème s'appliquant davantage aux petits seineurs qu'aux gros chalutiers à la mer, qui ont davantage de moyens. Bon. Premièrement, je parle un peu des lacunes de la présentation. Hein, dans le sens que, premièrement, moi je suis plus un fermier qu'un pêcheur. J'ai grandi sur une ferme. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des pêcheurs, mais ils fréquentent les quais. Donc, ils entendent le jargon des pêches, les gens qui parlent, les termes, etc., les problèmes, ces choses-là. Moi, je veux faire ça avec l'agriculture, mais je n'ai pas de culture de pêche. Mes recherches, c'est très, très archivistique. Hein, c'est dans les documents. Alors que les gens qui connaissent les pêches, ils ont des connaissances qui sont comme innées. C'est-à-dire, ça ne vient pas de la recherche, c'est quelque chose qu'ils ont assimilé avec le temps. Mais je peux vous dire que sur la ferme, les choses qui m'ont traumatisé le plus, c'est quand j'ai été obligé de tuer ma première poule. Quand j'ai été obligé d'aller avec un récipient pour tenir une coupe de sang pour faire le fameux boudin, je trouvais que c'était, j'ai pensé, c'est-tu vraiment ça qui m'attend? Donc, c'est surtout des statistiques qu'on a présentées ce soir. On n'a pas vraiment présenté de documents, J'aurais beaucoup de choses à vous dire sur des témoignages, des histoires de fausses déclarations, de genre ma shop a brûlé, puis mes cages au mort étaient dedans, puis là je vais avoir 500 pièces pour acheter d'autres. Il y en avait beaucoup de ça, des enquêtes, etc., etc. Une histoire désincarnée, c'est justement, c'est quand on ne met pas d'expérience personnelle dedans. Hein, c'est juste des chiffres qu'on regarde, qu'on essaie de s'imaginer. Les madames qui travaillent dans les usines, les gars qui travaillent sur des bateaux, etc., etc. Donc, moi, je ne connais pas le bagage culturel des milieux de pêche. Donc ça, c'est sûr, c'est un avantage quand on connaît le milieu. Là, dernièrement, j'ai travaillé sur l'agriculture, et pour moi, c'est beaucoup plus facile à cause des termes, à cause des traditions, à cause des manières de faire. Donc, c'est pas potentiel, c'est potentiel. Il y a un grand potentiel pour une étude plus poussée sur l'usine de la Calapec. C'est-à-dire qu'avec les archives qu'on a, on pourrait faire une véritable histoire complète. Avez-vous des questions? C'est le temps d'applaudir. Merci beaucoup. Vous avez utilisé dans vos poches une petite de quand même. Oui, monsieur Moore. C'est malheureux que mon beau-père, Bernard Philadelphie, je l'ai vu quand on s'est les premiers dans tout le moral. Donc, Bernard Philadelphie, il a eu combien de construits par après? On a vu Bernard Philadelphie. 42. Son père était là en construit au Québec. Il y a une d'histoire là, ce que vous avez. Ce qui est triste, c'est qu'on est stationnés dans les champs de gagner à cause d'être exposés. Si on a eu des bons réflexes, ça prend des hangars pour les entreposer. C'est triste, parce que c'était vraiment nous autres, c'était notre première grande initiative. C'était notre premier tour technologique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans les usines qui sont présents? Bernard, lève pas ta main. Non. Bienvenue. Je suis content que vous soyez venus parce que souvent, c'est un peu comme
souvent, les historiens, on fait l'histoire de quelque chose qu'on n'a jamais fait nous-mêmes. C'est comme on est dans les colloques, dans les bars, on parle de toutes sortes de choses, mais il n'y a personne qui est allé sur un bateau, il n'y a personne qui a embarqué sur un tracteur. C'est une grande spécialité, comme Bernard disait, on aime parler de choses qu'on n'a jamais vécues nous-mêmes. Moi, j'ai passé 3 semaines comme observateur, parce que j'avais été mis sur chômage au village acadien. Puis mon frère était tanné d'être observateur, il m'a donné un job pour 3 semaines. C'est ça ma carrière de pêche. Mais ça ne m'a pas empêché d'être ministre des Pêches. D'ailleurs, j'ai vu dans un document, quand on parlait tout à l'heure, sur des usines, le Nord-Est était probablement mieux organisé en termes de, à cause des syndicats puis des Matildas de ce monde qui avaient amélioré les conditions. Mais dans les usines du Sud-Est, et ça, on est en 1995, ça fait pas si longtemps que ça, on avait 2 catégories de salaires dans les usines, les hommes et les femmes. Les femmes étaient toujours payées 2 $ de l'heure moins cher que les hommes. On est en 1995, pas longtemps. Ceci étant dit, merci beaucoup, Nicolas, et je pense que tu amènes nos rendez-vous d'histoire à un autre niveau, et c'est captivant. Personne n'est jamais venu nous parler de ça. On a parlé de beaucoup de choses, de tout ça, mais personne n'est jamais venu nous parler du quotidien de cette démarche-là. Comment un bateau peut-il arriver? Et chacun des bateaux que tu as nommés, chacune des usines que tu as nommées, pourrait faire l'objet d'une recherche approfondie et unique, puis c'est un petit peu le message qu'on peut lancer à tout le monde. Aux jeunes, pas aux autres. Ouais, aux jeunes, de commencer à faire ça. Et ça serait très, très intéressant. Et c'est dans cette ligne-là qu'on va continuer notre prochaine rencontre, celle du 13 mai, qui sera encore une fois, qui fera l'objet d'une conférence très intéressante par, je dirais, l'un de nos experts, si on peut pas l'appeler notre expert, je pense, en pêche, Gastien Godin, qui va venir nous parler le 13, que je pense qu'il est ici, que je salue, il me semble qu'on y a vu la binette. C'est beau. Salut, Gastien. Et qui va venir nous parler des tragédies maritimes, les fameuses tragédies du début des années 70. Et on va aussi avoir une invitée spéciale qui s'appelle Flavie Blanchard, qui est une jeune étudiante de Bas-Caraquette. C'est la fille du docteur Blanchard et d'Anne-Marie Jourdain, qui vient de gagner un prix, qui est lauréate de la vitrine nationale des fêtes du patrimoine 2025, à partir d'un reportage, justement, qu'elle a fait sur le bateau dont son grand-père, Henri Jean, a survécu dans un de ces naufrages-là, et elle a raconté une histoire, c'est très émouvant. On va vous la présenter, cette petite capsule de 5 minutes-là, avant ou après que Gatien en fasse la présentation. Mais ça va être ça, le prochain rendez-vous d'histoire, et puis soyez assurés qu'à chaque fois que quelqu'un vient ici, ça nous donne des idées. Vous avez raison de dire que la Carapec, rappelons-nous, en 1970, la Carapec achète la Gordon Pugh de cette compagnie américaine-là, qui, elle, et ce sont des actionnaires, les Roméo Michon, Clifford Chiasson, Lorenzo Moret, entre autres, sont les propriétaires de cette usine-là qui fonctionne jusqu'en 1982. Et en 82, elle fait banqueroute. Et là, c'est la Carapro qui prend naissance et qui devient une espèce de filiale de la Gordon Pugh et de la Belle Bay plutôt de l'autre côté. Et vous n'êtes pas sans savoir que on vient de faire l'acquisition, la ville, de cette propriété-là, et ça sera un petit peu une de nos responsabilités. On est loin d'être certain qu'on veut puis qu'on peut sauver ce bâtisse-là, mais on peut, à quelque part, exercer un devoir de mémoire pour rappeler aux gens l'importance de toute cette activité-là à partir de 1939 dans la région Caraquette. Merci, Nicolas. Est-ce que tu as des galettes, Aline? Oui. Merci. Encore une fois, une bonne main d'applaudissements à Nicolas et à Aline.
parce que c'est Aline qui m'inquiète tous ensemble. Et puis, allons aux galettes. Merci.